Alors, première civilisation, 1, premier chapitre, le titre du chapitre d'aujourd'hui, c'est la Mésopotamie. C'est une introduction aux 3 prochains cours. Nous l'avons dit dans l'introduction, c'est à Mésopotamie qui a eu origine la première civilisation. D'accord? Sturba, Mésopotamie. On va regarder dans la carte la Mésopotamie. D'accord? Comme vous voyez, c'est cette partie du monde qu'aujourd'hui on appelle le Proche-Orient. Le Grand Orient, c'est la Chine et le Japon. L'Orient plus proche, c'est cet ensemble des pays ici qui se trouve entre l'Afrique et l'Asie. D'accord? La Mésopotamie Mésopotamie, en fait, c'est un mot que les Grecs, ce sont les Grecs qui l'ont appelé comme ça. Aux autres, ils ne s'appelaient pas comme ça. Plus tard, les Grecs, quand ils ont établi leur géographie, l'ont appelé de ce nom, qui ça veut dire terre entre les 2 fleuves. Et ces 2 fleuves si fertiles, si riches, qui ont permis l'agriculture, d'abord la sédentarisation et puis la civilisation, ce sont le Tigre et l'Euphrate. Le premier foyer de sédentarisation est ici, dans la basse Mésopotamie. Et plus tard, l'agriculture va se répandre tout au long de ces fleuves, sur la côte de la Méditerranée et en Égypte, d'accord, en faisant ce que les historiens appellent le croissant fertile. Le croissant fertile, c'est cette terre géographique qui a la forme d'une demi-lune. Et donc, on l'appelle croissant. D'accord? Tout le monde parle, tous les historiens parlent de croissant fertile, mais chaque livre le fait plus grand, plus petit. Çatalhöyük, que nous avons nommé, cette ville, une des villes les plus anciennes de l'archéologie, se trouve juste là, juste au bord du croissant fertile. D'accord? Ok. Et ça a pris 4-5 000 ans de sédentarisation pour qu'on arrive à une civilisation. Qu'est-ce que donc une civilisation? On peut définir qu'une civilisation de la même façon d'une société. Vous vous souvenez de la définition de société? Société, c'est un ensemble d'individus durables et où il y a beaucoup d'interactions culturelles et commerciales, et il y a des systèmes d'autorité pour coordonner les personnes. Or que la civilisation, c'est la même chose, mais beaucoup plus complexe, beaucoup plus durable, beaucoup plus grand aussi comme aire géographique. Ceci est une civilisation. D'accord? Une société qui a grandi d'une façon exponentielle. Et la première civilisation s'est formée dans la basse Mésopotamie, et ça s'appelle le pays des Sumères, ou, si on veut les appeler par les habitants, les Sumériens, d'accord, qui étaient ici en bas. C'était le premier mot-clé. Question? Linda. C'est quoi le nom du deuxième fleuve? Euphrate. Tu n'arrives pas à le lire de là? Euphrate, ici, regarde. Ah oui. Euphrate. Rifat. Ça veut dire terre entre l'eau, entre les eaux, pratiquement. Comme par exemple, qui est capable de trouver un nom qui a la même racine? Comment s'appelle l'animal qui passe beaucoup de temps sous l'eau? Oui. Hippopotame. Potamos, c'est toujours l'eau, en bas de l'eau. Ici, Mésopotame, au milieu de l'eau. D'accord? Myriam. C'est toute la partie qui est en vert du Proche-Orient? Tout ce que tu vois ici dans cette coupure de cartes, c'est le Proche-Orient. La Syrie, Israël, la Palestine, l'Égypte, la Turquie, l'Irak, l'Iran, l'Arabie. Oui. Plus fort? Le croissant fertile, est-ce que c'est toute la Mésopotamie ou juste la partie fertile? Ben, c'est toute la Mésopotamie et même plus que la Mésopotamie. Ce que tu vois ici dans la carte. D'accord?
Alors qu'on avance, on va voir qui sont les peuples. Il y a eu un ensemble de peuples qui se sont succédés dans la Mésopotamie, entre 3700 et 612. Peuples que maintenant nous annonçons et dont on parlera plus en détail dans les prochains cours. Ici, le premier peuple de la Mésopotamie, on vient de le dire que ce sont les Sumériens. Les Sumériens ont atteint un niveau d'évolution de leur société qu'on peut appeler civilisation à partir de 3700 avant Jésus-Christ. Et ils ont été autonomes, d'accord, jusqu'à 2000 avant Jésus-Christ. Ok, les Sumériens ont inventé beaucoup de choses. Ils nous ont laissé un très grand héritage qu'on va nommer. Mais retenez, s'il vous plaît, deux choses. C'est clair que les Sumériens avaient développé la propriété privée. Qu'est-ce que la propriété privée? C'est une idée, une convention humaine, un accord entre les personnes, qui nous fait dire que quelque chose nous appartient, que c'est à nous. Puisqu'ils sont sédentaires depuis longtemps, désormais, d'accord, quelqu'un qui cultive sa terre, il a le droit de la clôturer et de dire « Ceci est ma terre, ça m'appartient. Je l'ai reçu en héritage de mon père et je vais la retransmettre en héritage à mes enfants. D'accord? Et je la cultive. Et ici rentre seulement ce que je veux. Ou ma barque, mes animaux, ou ma maison. C'est la propriété privée. Les nomades n'avaient pas le concept de la propriété privée. Ils partageaient tout, pratiquement. Mais dès qu'on se sédentarise, ça se développe, la propriété privée. Et nous avons des traces que les Sumériens avaient même des registres pour la propriété privée. Pour dire, pour marquer, pour savoir avec exactitude qu'est-ce qui appartenait à qui et à quoi. Et quoi, d'accord? La propriété privée. Les Sumériens ont été aussi le premier pays, c'est-à-dire un territoire où il y a plusieurs villes, plusieurs gens, où ils s'associent et ils ont l'idée d'être un pays. Aujourd'hui, si on prend la carte du monde, une carte politique, il y a toutes les couleurs. Et nous savons qu'à chaque couleur correspond un pays, un État du monde. Les nomades, en origine, ce n'était pas comme ça, il n'y avait pas de frontières. Mais les Sumériens font un pays. Et s'ils ont un pays, ils ont aussi une capitale. Et la plus ancienne de toutes les capitales, c'est la ville d'Ur, qu'on voit ici dans la carte Ur. Vous la voyez? Ur. Ok? Les Mésopotamiens, les Sumériens. Oh, les Sumériens qui sont les premiers peuples, ils ont été conquis militairement plus tard par un autre peuple semi-nomade qui commence à s'installer, qui devient plus fort militairement et qui vont faire la conquête des Sumériens. Ceux qui ont soumis les Sumériens, ce sont les Babyloniens. La capitale des Babyloniens, c'était Babylone, qui donne le nom à tous les pays. Un des rois très célèbres, c'était Hammurabi, qu'on vient de nommer. Ok, les Babyloniens ont soumis militairement les Sumériens. Mais d'un point de vue culturel, ce sont les Sumériens qui ont gagné. Pourquoi? Parce qu'ils étaient beaucoup plus avancés. Les Babyloniens ont tout appris des Sumériens. L'écriture, l'organisation des terres, les systèmes d'irrigation, des registres pour les propriétés. D'accord? Ils ont été influencés par l'art, par la littérature des Sumériens. On verra que ce phénomène en histoire est arrivé plusieurs fois. D'accord? Plus tard, les Romains vont conquérir, soumettre les Grecs, mais dans la réalité, c'était les Grecs qui avaient déjà gagné culturellement sur Rome. D'accord? Les dates de la civilisation babylonienne, de cette deuxième phase de la Mésopotamie, ça va de 2000 avant Jésus-Christ jusqu'à 1200
avant Jésus-Christ. Il y a un troisième peuple qui s'affirme, ils sont plus au nord, ce sont les Assyriens. Et par le nom, vous voyez, sont les ancêtres des Syriens d'aujourd'hui. En origine, ils étaient des Assyriens. Les Assyriens vont faire la même chose sur Babylone. Ils vont faire la conquête sur Babylone, mais aux autres vont apprendre le système des Babyloniens, au point qu'on parlera de la civilisation assyro-babylonienne. Et les années, c'est de 1200 avant Jésus-Christ jusqu'à 612. Là, c'est une date précise parce que c'est vraiment la conquête, quand à leur tour, les Assyriens seront dominés par une autre population. Et voici donc, en bref, petit résumé, les trois peuples qui se sont succédés dans l'ancienne Mésopotamie. Les Sumériens, début de toutes les civilisations, ce sont eux autres qui ont inventé l'écriture et beaucoup de choses que tantôt nous allons nommer. On les situe entre 3700 à 2000 avant Jésus-Christ. C'est le premier pays. Leur capitale est Ur. Et c'est clair qu'aux autres, ils avaient bien enraciné le concept de propriété privée. Deuxième peuple, c'est les Babyloniens, qui ont eu le grand roi d'Hammurabi, qui a fait le premier code de loi écrite. Les dates sont là. Et troisième peuple qui a dominé, ce sont les Assyriens. On parle d'une civilisation assyro-babylonienne. Des questions? Quel est le nom du roi exactement? Quel est le nom? Du roi exactement. Hammurabi, c'est la page 77 du livre. Oui. Est-ce que les Assyriens, après, ont conquis en 1200 les Babyloniens Oui. et les Sumériens? Les Sumériens étaient déjà absorbés par les Babyloniens. Oui. C'est quoi la capitale des Assyriens? La capitale des Assyriens. Ur. Ur. Parce que les Sumériens c'est Ur. Et Babylone. C'est Babylone. Et les Assyriens. Et les Assyriens, je vous le dirai plus tard. On s'arrête là. Oui. C'est quoi le nom de Assyrien? C'est pas le truc de Assyrien et Babylonien, c'est quoi le nom? Le nom de qui? De Assyrien et de Babylonien. La civilisation assyro-babylonienne. Assyro-babylonienne. Troisième mot-clé, l'héritage. On va faire une petite liste de plein de réalités sociales que la Mésopotamie ancienne nous a léguées. Des réalités que, comme vous verrez, c'est présent jusqu'à nos jours. Tout d'abord, l'écriture. Les Sumériens ont inventé le premier système d'écriture qu'on connaisse. Est-ce que d'après vous, ils auraient inventé l'écriture s'ils ne pratiquaient pas l'agriculture? Non. Nomades étaient capables de dessiner, mais avoir un code si complexe comme l'écriture, non. Comment on est arrivé donc à l'écriture? Quelle est la série de causes et effets qui nous a amenés à l'écriture? On commence par l'agriculture. Sans agriculture, on ne pourra pas avoir de société, on ne pourra pas avoir des écritures, on ne pourra pas avoir des civilisations. Mais l'agriculture engendre un petit surplus alimentaire. Ça engendre plus de nourriture que celle que les paysans ont besoin. Non? Qu'est-ce qu'il fera avec ce surplus, Yasmine? Va l'échanger avec des outils. Et ça va naître un métier. Comment ça s'appelle? L'artisan. Et là, c'est la naissance de la société. On travaille les uns pour les autres. L'artisan travaille pour les paysans travaillent pour eux. On s'échange. Non? S'il y a des interactions commerciales, c'est une société. Mais on produit de plus en plus de nourriture, des produits artisanaux, et il faut les échanger. Donc on a le commerce, avec les marchands qui s'occupent de faire le commerce.
Mais puis il y a des commerces, et puis il faut faire attention, il faut se souvenir. Parce que par exemple, un agriculteur, lui, il te donne 20 sacs de blé, et en échange, il veut des œufs. Mais pas tous ensemble, un peu à la fois. D'accord? Ils vont faire 10 sacs de blé pour 3000 œufs. 10 par jour. 7, 8 par jour, par exemple. Comprenez-vous? Mais comment on fait pour se souvenir? On doit marquer le crédit et le débit. Comment s'appelle cette activité par laquelle on enregistre les échanges? On marque le débit et le crédit. Oui. Oui. Mais l'activité. Oui. Oui, registre de comptabilité. Le commerce engendre la comptabilité. Et par la comptabilité, on fait des signes de plus en plus stylisés, de plus en plus abrégés, qui nous rappellent les unités, les choses, les personnes, et puis les actions. La comptabilité, au fil des siècles et des millénaires, va évoluer en écriture. Voilà comment on est arrivé à l'écriture. Voilà comment, en Mésopotamie, en premier dans le monde, mais dans d'autres endroits, il va y avoir le même processus, en Égypte par exemple. L'agriculture fait en sorte qu'il y ait de plus en plus de commerce et la comptabilité. Et l'écriture est une évolution de la comptabilité. Comprenez-vous? Ça, c'est l'origine de l'écriture. Ok. Allez à la page 41 de votre manuel, s'il vous plaît. On va avoir quelques photos, un exemple de cette première écriture inventée par les Sumériens et adoptée plus tard par les Babyloniens et par les Assyriens. Alors, vous voyez, il y a une image de où est-ce qu'ils écrivaient. Par cette image-là. Sur quel matériau? Oui. Vous écrivez sur... Non, ce n'est pas de la roche. Oui, Myriam. Ils écrivaient aussi sur le bois. Pas les Sumériens. Édouard. Des tablettes d'argile. Des tablettes d'argile. Comment ils font pour écrire? Ils prennent de l'argile, ils font une tablette, puis quand l'argile n'est pas encore complètement séchée, mais elle est encore un peu doux, pas trop dure encore un peu molle, mais pas trop, ils prennent un poinçon, d'accord, comme une baguette. Sur la fin de la baguette, il y a un signe, comme une sorte de tampe, qui a la forme d'un triangle. Comme ça, comme la forme d'une ferme porte. C'est des trucs qu'on met sous la porte pour la garder ouverte, non? Qui a cette forme-là. Et ils font des marques sur la tablette d'argile. Et selon la position, les nombres se marquent. Si la pointe est en haut, en bas, s'il y a une pointe, un signe, 2 signes, 3 signes, ils font un code. Ils se comprennent. C'est devenu une écriture. Or que cette écriture-là, faite sur des tablettes d'argile, et c'est grâce à ça qu'ils sont arrivés jusqu'à nous, on a un grand nombre de ces tablettes-là, et la plupart ce sont des contrats, des échanges commerciaux, juste pour nous dire que ça nous confirme que ça vient de la comptabilité. Le signe principal est ce triangle-là, qu'en latin on appelle cuneus. Cuneus, triangle, cuneus. Et donc, l'écriture des Sumériens s'appelle l'écriture cunéiforme. L'écriture cunéiforme. Pourquoi? Parce qu'elle est faite par la répétition de ce symbole-là, un triangle, qu'on appelle aussi cuneus. Écriture cunéiforme. D'accord? Or, l'écriture cunéiforme est à l'origine de notre écriture. Parce qu'en passant d'un peuple à l'autre, d'une génération à l'autre, cette écriture a été continuellement modifiée. D'accord? Certains passages, ça a été auprès des Hébreux, puis auprès des Phéniciens,
puis auprès des habitants de Crète, puis auprès des Grecs, et finalement est arrivé à Rome où ils ont adapté l'écriture selon la prononciation du latin, et nous avons eu l'alphabet latin que nous utilisons. D'accord? C'est vraiment de là que tout a commencé. L'écriture cunéiforme. Avec l'écriture naît un autre aspect, la littérature. Avant l'invention de l'écriture, évidemment, les gens se faisaient des contes. Ils se racontaient des histoires. D'accord? Quelque chose qui était important pour les autres se racontait d'une génération à l'autre et ça devenait des légendes. Avec l'écriture, ces contes-là ont été mis à l'écrit. Et donc on a eu la naissance de la littérature. Une autre invention que la société de la Mésopotamie nous a laissée, notre legs, c'est la monarchie. Aujourd'hui, nous vivons dans une époque où c'est plutôt l'idée principale, l'idée à laquelle, la valeur à laquelle nous sommes éduqués, c'est la démocratie, la participation au pouvoir par les élections. Mais nous avons encore une reine, d'accord? Et d'un point de vue de la civilisation, de l'histoire, c'était un grand pas en avant, la monarchie. Le fait que le pouvoir se transmet par héritage de père en fils. On verra plus tard quel est l'avantage d'une monarchie. Un autre héritage, toujours relié à l'écriture, ce sont les lois écrites. Les lois écrites sont beaucoup plus claires que les lois orales, que les ordres. Ça donne beaucoup moins d'interprétation. Et donc, ça favorise une plus grande organisation sociale. Quel est l'un des plus anciens codes de loi écrite qui a retenu le nom? Guillaume. La loi du talion. Non. La loi du talion, c'est un type de loi. Mais le code dont on vient de parler tantôt, Édouard, le code d'Hammurabi. D'accord? Hammurabi était roi de Babylone. Une autre grande héritage, c'est l'astronomie. Les Babyloniens étaient des grands astronomes. Et les plus grands astronomes, c'était les mages, qui étaient des prêtres, magiciens, astronomes de la Mésopotamie. D'accord? Des Babyloniens, des mages. Un autre héritage, c'est le calendrier. Les calendriers ont été inventés par les sociétés agricoles pour organiser leurs tâches au bon moment. Les Mésopotamiens, les Babyloniens spéciaux, nous ont laissé un héritage mathématique. En particulier, les Babyloniens utilisaient un système sur la base du 60 ou du 12. 12 dont un multiple c'est 60. D'accord? Comme nous utilisons à base de 10, 100, selon la convenance, les autres utilisaient 12 et 60. Nous utilisons un système de base 10, l'origine est claire, parce que nous avons 10 doigts. Les Babyloniens avaient 12 doigts, et donc ils ont fait un système à base de 12. Vrai ou faux? Faux. C'est faux, c'est pas vrai. Et alors, ils avaient 10 doigts aux autres aussi. Hein? Mais ils ont fait un système sur la base de 12, on va dire 60, parce que c'est plus facilement fractionnable. D'accord? 60, si vous y pensez, c'est un chiffre divisé par 2, par 4, par 6, par 10, par 15, par 30, par 60, et j'oubliais probablement quelque chose d'autre, par 5, d'accord? Donc, est plus facilement fractionnable. Ok. Et sur la base de leur système numérique, ils ont organisé un autre système que nous utilisons continuellement. Lequel? Le
Le système horaire. Hein? En effet, une des choses que vous avez appris au primaire, c'est de compter le temps. Et vous savez qu'il y a 60 secondes dans une minute, 60 minutes dans une heure. Et la journée est faite de 12 heures dans l'avant-midi et 12 heures dans l'après-midi. Voilà pourquoi. Parce que les Babyloniens utilisaient ce système-là. D'accord? Et la dernière mais grande invention vraiment attribuée aux Sumériens, c'est l'invention de la roue, en 3000 avant Jésus-Christ. Pourquoi ils avaient besoin d'inventer la roue? Rifat. Plus fort. Besoin de transport, et donc les chariots et donc la roue. Alors, bien, c'est tout pour aujourd'hui. D'accord? Ici.